Je n'ai jamais compris le point fighting parce que, pour moi, le but d'un coup de poing, le but d'un coup de pied, c'est de faire des dégâts. Et comment fais-tu des dégâts si tu rates la cible? Dans la chaleur de Madison Square Garden en 1967, deux titans sont montés sur le tapis. L'un était Joe Louis, la puissance invincible du karaté américain. L'autre, Chuck Norris, un technicien calme mais implacable avec tout à prouver. Ce qui a suivi n'était pas juste un match. C'était un combat sauvage qui a envoyé des ondes de choc dans le monde des arts martiaux. La chose est encore une fois que plus tu t'entraînes, plus tu es compétent pour gérer certaines situations dans la rue. Mais cela ne veut pas dire que tu pourras gérer toutes les situations toi-même. La victoire de Chuck Norris sur Joe Louis n'a pas seulement renversé un champion. Elle a exposé une faille dans les fondations même du karaté. Quand la poussière est retombée, le karaté en Amérique ne serait plus jamais le même. C'était le moment où tout a changé pour toujours. La scène était prête. L'explosion du karaté en Amérique. À la mi-année 1960, le karaté explosait dans le courant dominant américain. Autrefois vu comme une discipline orientale obscure, cet art martial gagnait du terrain grâce à l'exposition militaire, à la fascination d'Hollywood et à l'intérêt croissant pour la philosophie orientale. Mais ce n'était pas la philosophie qui attirait les foules. C'était le combat. Et les tournois devenaient rapidement des champs de bataille pour les meilleurs artistes martiaux du pays. La scène des tournois américains était dominée par des combats agressifs en full contact. Ce n'étaient pas des katas cérémoniels ou des démonstrations scéniques. C'était de vrais combats avec de vraies conséquences. Les combattants s'entraînaient dur, combattaient encore plus dur, et construisaient leur réputation par la ténacité et la compétence. Dans cette atmosphère, Joe Louis émergeait comme le visage du karaté américain. Un ancien marine, un athlète explosif et une force quasiment imparable en compétition. À la même époque, Chuck Norris grimpait discrètement les échelons. Connu pour son calme et sa technique propre, Norris n'était ni le plus bruyant ni le plus flamboyant, mais il était constant. Il s'entraînait de manière obsessionnelle au tang soo-do coréen, affinait son timing avec une précision chirurgicale, et commençait à faire des vagues en battant des noms respectés du circuit. Pendant que Louis accumulait titres et gros titres, Norris construisait un CV qui incluait l'ouverture d'écoles de karaté, l'enseignement à des célébrités, et un palmarès de victoires de plus en plus impressionnant. La convergence de ces deux forces était inévitable. Le karaté aux États-Unis évoluait rapidement, les techniques se développaient, les écoles s'étendaient, et les compétiteurs commençaient à repousser les frontières traditionnelles de l'art. Le karaté de tournoi n'était plus un miroir de ses racines orientales. Il devenait quelque chose d'uniquement américain. Et juste au point de bascule, à l'été 1967, le championnat de karaté All-American à Madison Square Garden a été annoncé. C'était plus qu'un simple tournoi. C'était un terrain d'épreuve. Tout le monde savait que la vraie histoire n'était pas l'événement lui-même. C'était la confrontation potentielle entre Chuck Norris et Joe Louis. Un homme représentait la puissance, la domination et l'ancienne garde. L'autre représentait la vitesse, la précision et quelque chose de nouveau. Personne ne le savait encore, mais ce combat, cette confrontation singulière, deviendrait le moment où le karaté tel que l'Amérique le connaissait changerait pour toujours. Joe Louis, le Golden Boy du karaté américain. En 1967, Joe Louis n'était pas juste un combattant. C'était le combattant. Son nom frappait une reconnaissance immédiate dans les cercles des arts martiaux, et pour de bonnes raisons. Un ancien marine avec une physique plus adaptée à la boxe qu'au karaté par points, Louis apportait une puissance brute et une agressivité inégalée dans un sport qui cherchait encore son identité aux États-Unis. À bien des égards, il était la première véritable superstar américaine née du karaté. Louis a commencé son entraînement à Okinawa pendant son service militaire au début des années 1960, étudiant le karaté Shorin-ryu sous la tutelle de certains des maîtres okinawais les plus respectés. Mais contrairement à de nombreux traditionalistes, Louis n'a pas laissé l'art dans sa forme classique. Il voulait combattre. Il voulait tester les techniques sous une vraie pression, avec un vrai contact. À son retour aux États-Unis, il est entré dans les tournois de karaté avec un état d'esprit totalement différent de la norme. Rapide, direct, explosif, et ça marchait. Joe Louis a explosé sur la scène, remportant quasiment tous les tournois auxquels il participait. Sa présence était intimidante. À 1,83 mètres et pesant plus de 88 kg de muscles, il bougeait comme un poids moyen, mais frappait comme un poids lourd. Sa spécialité était d'écraser les adversaires avec des assauts puissants et des frappes précises. Pendant que d'autres combattants utilisaient des stances traditionnelles larges et des tactiques conservatrices, Louis fermait la distance rapidement et frappait encore plus vite.
À une époque où le karaté américain cherchait encore à définir sa structure compétitive, Lewis imposait une définition par sa simple domination. Il a remporté les premiers championnats nationaux américains en 1966, a pris plusieurs titres régionaux, et maintenait un palmarès invaincu qui semblait presque intouchable. Mais ce qui le distinguait vraiment n'était pas seulement sa puissance ou ses résultats. C'était son aura. Joe Louis représentait la confiance des arts martiaux américains. Il donnait des interviews. Il prédisait les résultats. Il avait un charisme qui correspondait à sa compétence. Pour beaucoup, il n'était pas seulement le meilleur, il était l'avenir du karaté lui-même. Les critiques pouvaient murmurer sur les aspérités de son style ou son mépris pour la tradition stricte, mais les fans l'adoraient. Les élèves l'imitaient. Les écoles enseignaient comme lui. En quelques années seulement, Joe Louis avait aidé à faire évoluer le karaté en un sport plus rapide et plus dynamique, et ce faisant, avait aidé à construire un public national pour ce qui était autrefois considéré comme un hobby de niche. En 1967, Louis est entré dans le championnat de karaté All-American à Madison Square Garden en grand favori. Personne ne s'attendait à ce qu'il perde. Si quoi que ce soit, la foule voulait voir combien d'adversaires il pouvait démonter sur le chemin d'un autre titre. Ce qu'il n'attendait pas, c'était un combat sauvage qui ébranlerait cette réputation jusqu'à la moelle. Dans le coin opposé se tenait Chuck Norris, un homme qui avait étudié chaque mouvement que Louis avait jamais fait et qui avait patiemment attendu ce moment précis. Chuck Norris, le technicien. L'ascension de Chuck Norris au sommet. En 1967, Chuck Norris n'était pas encore l'héros d'action que le monde allait connaître. Ce qu'il était indéniablement, c'était un combattant discipliné en pleine ascension raide à travers les rangs du karaté américain. Pendant que Joe Louis était l'étoile explosive que tout le monde regardait, Chuck Norris était le technicien que tout le monde sous-estimait. Le parcours de Norris a commencé des années plus tôt pendant son service dans l'US Air Force où il était stationné en Corée du Sud. C'est là qu'il a rencontré le Tang Soo Do, un art martial coréen avec des frappes puissantes et une discipline rigoureuse. Norris s'est entraîné de manière obsessionnelle, obtenant des ceintures noires en Tang Soo Do et plus tard dans d'autres styles, y compris le Shorin Ryu et le Taekwondo. Contrairement à Louis, Norris ne s'appuyait pas sur une simple physicalité brute. Il a construit son style autour du timing, de la précision et de l'adaptabilité. À la mi-année 1960, Norris remportait déjà des tournois régionaux. Mais son nom n'avait pas le même poids médiatique que celui de Louis. Norris n'était ni bruyant ni flamboyant. Il ne trash-talkait pas ni ne prédisait de knock-out. Il laissait son combat parler. Chaque victoire était une étape de plus. Chaque adversaire était un autre problème à résoudre. Son approche était méthodique. Norris étudiait les vidéos de ses compétiteurs, décomposait leurs habitudes et s'entraînait pour exploiter leurs faiblesses. Il pratiquait sans relâche, souvent isolant des techniques spécifiques et les répétant des milliers de fois jusqu'à ce qu'elles deviennent instinctives. Son attention aux détails et son éthique de travail infatigable en faisaient un adversaire dangereux, surtout contre des combattants qui le sous-estimaient. En dehors du ring, Norris étendait discrètement son influence. Il a ouvert une chaîne d'écoles de karaté à travers la Californie, attirant à la fois des élèves sérieux et des célébrités d'Hollywood. Sa liste d'élèves inclurait finalement Steve McKean, Bob Barker, et Donnie et Marie Osmond. Mais à l'époque, Norris était encore juste un combattant avec quelque chose à prouver, affamé, technique et farouchement déterminé. En 1967, il est entré dans 2 tournois majeurs qui définiraient son héritage compétitif. D'abord, il a remporté le tournoi des champions de karaté, battant 7 combattants qualifiés en un seul événement. Puis est venu le championnat de karaté All-American de S. Henry Shaw tenu à Madison Square Garden, le lieu le plus prestigieux du pays et le tournoi où Joe Louis était attendu pour dominer une fois de plus. Mais Norris était prêt. Il s'était préparé non seulement pour le tournoi, mais spécifiquement pour Joe Louis. Norris voyait les failles dans l'agressivité de Louis, les ouvertures laissées quand il fonçait, les lacunes de timing entre ses combinaisons. Norris avait un plan et la compétence pour l'exécuter. Il a avancé dans le tableau méthodiquement, battant chaque adversaire devant lui avec efficacité. Pendant que les autres se concentraient sur le spectacle, Norris se concentrait sur l'objectif, atteindre et battre Joe Louis. Peu croyaient qu'il pouvait le faire. Moins encore croyaient ce qui allait se passer ensuite. Le championnat de karaté All-American. Madison Square Garden, 1967. Le championnat de karaté All-American tenu le 24 juin 1967 était différent de tout tournoi qui l'avait précédé.
Organisé par le grand maître S. Henry Shaw à Madison Square Garden, l'événement a apporté une visibilité nationale au karaté d'une manière jamais atteinte. C'était une étape pour les arts martiaux en Amérique, et c'était la scène préparée pour une confrontation qui marquerait un tournant. Le lieu lui-même ajoutait du poids. Madison Square Garden était connu pour la boxe, le basketball et les concerts, mais pas pour les arts martiaux. Cela a changé en 1967 avec des centaines de combattants de tout le pays présents et des milliers de spectateurs remplissant les sièges. L'énergie était électrique. La plupart des participants s'attendaient à ce que Lewis traverse le tableau. Il était plus grand, plus fort, et avait une aura invaincue. Norris, bien que respecté, n'était pas encore considéré au même niveau par les observateurs occasionnels, mais ceux qui prêtaient attention, surtout les autres combattants, savaient que ce match-up avait le potentiel de tout changer. Le tournoi suivait un format d'élimination directe. Les points étaient marqués par des frappes nettes et décisives jugées par un panel. Contrairement au knockout en full contact, le format exigeait précision, contrôle et maîtrise tactique. Les combattants devaient frapper fort mais avec contrôle tout en restant défensivement affûtés et en lisant le rythme de leurs adversaires. Lewis a avancé comme prévu, expédiant ses adversaires avec vitesse et domination. Il écrasait les combattants avec des assauts et des low kicks, restant agressif et poussant toujours en avant. Mais quelque chose était différent. Ces victoires n'étaient pas aussi faciles qu'à l'habitude. Les compétiteurs avaient commencé à s'adapter. Ils connaissaient le style de Lewis, et bien que peu puissent le contrer, l'écart se rétrécissait. Norris, de l'autre côté, traversait son côté du tableau avec une précision chirurgicale. Il utilisait le timing et le travail de pied pour neutraliser les adversaires plus rapides, et il conservait son énergie tout au long. Ses frappes n'étaient pas toujours flashy, mais elles étaient propres. Il combattait pour la légitimité, le respect, et la chance de prouver qu'il pouvait battre le meilleur, et cela le plaçait dans une position unique. À la fin de la journée, il était clair que la finale serait Chuck Norris contre Joe Louis. La foule savait qu'elle allait assister à quelque chose de différent. C'était la collision de deux écoles de pensée, quelque chose de différent de ce que quiconque avait vu avant. Puissance contre précision, agressivité contre stratégie, ancien champion contre menace montante. Les tapis ont été dégagés. Les juges ont pris leur place. L'air était immobile. Puis la cloche a sonné et le combat sauvage a commencé. Le combat sauvage de Norris contre Joe Louis. Quand le match final du championnat de karaté All-American de 1967 a commencé, la plupart des spectateurs croyaient encore que Joe Louis repartirait avec un autre titre. Mais Chuck Norris l'avait trop bien étudié. Ce qui s'est déroulé n'était pas un match technique prudent. C'était un combat sauvage qui a choqué tout le monde qui regardait, par son intensité, a réécrit l'avenir du karaté compétitif. Le premier échange était un test de nerfs. Lewis a avancé rapidement en utilisant son style agressif signature. Il a chargé pour établir la domination tôt. Norris n'a pas reculé. Il a esquivé sur le côté, contre-attaquant avec une frappe de tranchant de main propre qui a touché Louis en plein pas. Premier point pour Norris. Cela a fixé le ton. Norris n'était pas intimidé et il ne jouait pas la défense. Il restait mobile, utilisait des mouvements latéraux et gardait Louis déséquilibré. Mais c'était le timing qui faisait la différence. Norris ne bloquait pas. Il interrompait. Il timait les attaques de Louis pour placer les siennes juste avant que Louis ne complète sa combinaison, surpassant le combattant de puissance de quelques millisecondes. À mesure que le combat progressait, il devenait physique. Louis, frustré par les esquives et les contres de Norris, a commencé à combattre plus dur. Certains disaient trop dur. Quand il touchait, c'était avec une telle puissance que Norris pouvait à peine dévier. En retour, Norris a déchaîné une rafale de techniques, incluant des mouvements rarement vus. Chaque fois qu'il frappait Louis, la foule haletait. C'était un vrai combat maintenant, propre selon les règles, mais au bord de perdre le contrôle. Les deux combattants échangeaient des frappes féroces. Louis a placé plusieurs coups puissants au corps, marquant des points, mais Norris continuait à répondre, marquant avec des coups de pied précis et des contres à haute vitesse. Les juges peinaient à suivre. La capacité de Norris à déguiser ses attaques, surtout son roundhouse de jambes avant et sa combo de poing arrière, a commencé à user Louis. L'échange final était brutal. Louis a foncé, visant à déséquilibrer Norris. Norris a paré, pivoté à l'intérieur, et délivré un coup de poing fulgurant à Louis, suivi d'un hook kick contrôlé, s'arrêtant juste avant le full contact, mais marquant proprement. La cloche a sonné. Puis l'annonceur a déclaré le vainqueur,
Chuck Norris. Ce n'était pas juste une victoire, c'était un upset sismique. Lewis, le champion invaincu, avait été surpassé en points et en manœuvres. Norris avait combattu dur et intelligemment, transformant chaque force de Lewis en faiblesse. C'était une brutalité calculée, et la foule savait qu'elle avait assisté à un changement dans le paysage des arts martiaux. Ce qui rendait ce combat sauvage n'était pas une violence sauvage. C'était une guerre psychologique. La précision sous pression, la volonté des deux hommes de se pousser l'un l'autre au-delà de leurs limites. Norris a absorbé des coups qui auraient mis à terre la plupart des combattants. Lewis a combattu avec tout ce qu'il avait et n'a quand même pas pu l'arrêter. Dans l'après, Lewis a montré du fair-play, mais il savait que le jeu avait changé. Norris avait exposé les limitations de la force brute dans le karaté de tournoi. Le combat démontrait que le contrôle, le timing et l'adaptabilité pouvaient détrôner la puissance. Ce n'était pas juste un match, c'était un moment. Le jour où Chuck Norris a vaincu Joe Louis, le karaté en Amérique a évolué. Les combattants ont commencé à repenser leur approche. Les écoles ont restructuré leur curriculum. Les stratégies de tournoi ont changé à travers le pays. Parce que maintenant, il y avait une preuve. La vitesse et la stratégie pouvaient battre la force. Et cela avait été fait dans le combat le plus public et à enjeux élevés de la décennie. Répercussions, répercussions. Une onde de choc à travers le monde des arts martiaux. Le résultat du combat Chuck Norris contre Joe Louis a envoyé une onde de choc immédiate dans le monde des arts martiaux. La défaite de Louis n'était pas juste la chute d'un champion. C'était un signal que les anciennes règles étaient réécrites. Du jour au lendemain, les projecteurs se sont déplacés. La victoire sauvage de Chuck Norris est devenue un tournant, un qui a fondamentalement changé le karaté pour toujours. Les écoles d'arts martiaux à travers le pays ont pris note. Jusqu'à ce point, de nombreux instructeurs mettaient l'accent sur la tradition, des stances fixes, des attaques linéaires et des combinaisons prévisibles. Mais Norris avait démontré la puissance du combat adaptatif, la capacité à bouger, pivoter et répondre à un adversaire en temps réel. Les combattants ont commencé à s'entraîner différemment. Les écoles ont mis à jour leur format d'entraînement. Les tournois ont commencé à récompenser le timing tactique autant que la puissance ou l'agressivité. Encore plus significatif était l'impact psychologique. Joe Louis était vu comme imbattable, l'incarnation de la force et de la domination. Quand Norris l'a battu, cela a brisé ce récit. Soudain, les combattants à travers le pays ont réalisé que la victoire n'appartenait pas aux plus forts, elle appartenait aux plus intelligents. L'accent a commencé à se déplacer vers la précision, l'efficacité et le travail de pied. Joe Louis, à son crédit, n'a pas disparu. Au contraire, il a remodelé son approche et est devenu plus tard un pionnier du karaté full contact et du kickboxing. Mais même lui a reconnu que le sport avait changé. Ce seul combat à Madison Square Garden avait remodelé la hiérarchie. La dynamique entre la puissance brute et le contrôle stratégique était maintenant centrale à l'entraînement de chaque artiste martial sérieux. Et Chuck Norris, il n'a pas arrêté là. Sa réputation a explosé. Plus seulement un compétiteur prometteur, il est devenu une légende en devenir. Il a ouvert plus d'écoles de karaté, s'est entraîné avec des combattants d'élite et a attiré l'attention d'Hollywood, en partie grâce à sa connexion avec des élèves comme Steve McKean. Les ondes de ce seul match se sont étendues bien au-delà du ring. Il est devenu un point de référence dans l'histoire des arts martiaux. Les instructeurs diraient « Vous vous souvenez quand Norris a battu Louis ?» Pour faire un point sur la technique par-dessus la force, les combattants étudieraient le match pour comprendre comment timer un contre, comment contrôler le rythme d'un combat, et comment gagner contre les probabilités. Les répercussions n'étaient pas la destruction des arts martiaux, mais une transformation, et le karaté ne serait plus jamais le même. Pourquoi ce seul combat a changé le karaté pour toujours ? L'affrontement de 1967 entre Chuck Norris et Joe Louis n'était pas juste un upset de tournoi. C'était un événement pivotal qui a changé le karaté pour toujours. Pendant des décennies, les arts martiaux aux États-Unis étaient enracinés dans la tradition. Mais après ce combat sauvage, le sport a commencé à évoluer en quelque chose de plus rapide, plus intelligent et plus compétitif. Une révolution tactique. Jusqu'à la victoire de Norris, la plupart des champions de tournoi s'appuyaient sur la force brute, la taille ou la vitesse. Joe Louis avait maîtrisé cette formule. Il chargeait, écrasait et dominait. Mais Norris a démonté ce modèle avec un style bâti sur le timing, les angles et les contre-frappants. Cela a exposé un écart dans l'approche traditionnelle.
Les combattants et les entraîneurs à travers le pays ont réalisé que la puissance brute pouvait être neutralisée par un mouvement calculé et des frappes précises. L'effet d'onde était immédiat. Les écoles ont commencé à mettre l'accent sur l'agilité, la conscience spatiale et le contrôle des points par-dessus la force brute. Le style de Norris est devenu le blueprint pour le karaté américain moderne, un hybride de discipline et d'adaptabilité. 2. La naissance du sparring stratégique. Norris n'a pas gagné parce qu'il était plus fort que Lewis. Ce n'était pas une question de muscles. C'était une question d'intelligence. Cela a déplacé le focus des pratiques de sparring à travers le pays. Les combattants étudiaient maintenant les tendances des adversaires, développaient des réponses en contre, et s'entraînaient spécifiquement pour les conditions de tournoi. Le karaté n'était plus seulement sur les formes ou les techniques. Il s'agissait de lire son adversaire et d'exploiter les moments. Des dojos au sol de tournoi, les élèves ont commencé à apprendre à combattre intelligemment. Ce changement stratégique a élevé le niveau global de la compétition. Les combattants n'étaient plus seulement des artistes martiaux. Ils étaient des tacticiens. 3. Légitimer le karaté en tant que sport national. L'impact du combat. Le match. Norris Lewis s'est déroulé à Madison Square Garden sous des lumières vives et devant un grand public. Cela a prouvé que le karaté pouvait être plus qu'une activité de niche. Il pouvait être un sport de spectacle. L'intensité et le drame du combat ont aidé à capturer l'intérêt mainstream. Ce combat a donné au karaté une identité, un art martial sérieux, technique et compétitif méritant une attention nationale. Plus d'événements ont suivi et l'intérêt public a surgi. 4. Inspirer une génération. Pour de nombreux jeunes artistes martiaux regardant ou entendant parler de ce combat, cela est devenu un moment définissant. L'approche disciplinée de Chuck Norris, combinée à son calme sous pression, a inspiré une génération de combattants. Il a prouvé que le succès ne nécessitait pas de flamboyance ou d'agressivité, juste de la préparation et de l'exécution. Sa victoire a aussi ouvert des portes au-delà du dojo. En quelques années, Norris passerait à l'acting, apportant les arts martiaux sur le grand écran et alimentant un mouvement culturel pop autour du karaté dans les années 1970 et 1980. L'impact de ce combat résonne encore dans la façon dont le karaté est enseigné, combattu et vu. L'héritage. Norris, Lewis et la nouvelle ère du karaté. Le combat sauvage de 1967 entre Chuck Norris et Joe Louis est devenu la ligne de démarcation entre deux ères du karaté américain, avant et après. L'héritage qu'il a laissé a façonné non seulement les carrières des deux hommes, mais aussi la direction des arts martiaux pour des décennies à venir. Chuck Norris, après sa victoire, est devenu le visage du karaté technique et discipliné en Amérique. Sa victoire lui a donné de la crédibilité dans les industries des arts martiaux et du divertissement. Au début des années 1970, Norris avait étendu ses écoles de karaté, continuait à dominer en compétition et attirait des élèves célèbres comme Steve McKean, qui l'aiderait plus tard à lancer sa carrière d'acteur. Norris a utilisé sa plateforme pour élever la visibilité du karaté à travers les médias et la culture. Mais son influence allait au-delà de l'écran. L'accent de Norris sur la précision, la stratégie et le respect a aidé à définir la philosophie centrale du karaté moderne. Il a montré qu'un combattant n'avait pas besoin d'être le plus bruyant ou le plus fort, juste le plus préparé. Ce faisant, il est devenu une icône, non pour le flash, mais pour le focus. Joe Louis, malgré la défaite, est resté une figure imposante. Plutôt que de s'effacer, il a évolué. Il est devenu plus tard l'un des pères fondateurs du kickboxing américain et a continué à innover dans les arts martiaux, étant finalement nommé le plus grand combattant de karaté de tous les temps par Karate Illustrated en 1983. Sa rivalité avec Norris l'a aiguisé et a élargi sa propre pensée sur ce que signifiait être un combattant. Ensemble, Norris et Lewis se sont poussés l'un l'autre et le sport vers quelque chose de plus grand. Leur style, contrasté mais complémentaire, ont forcé les artistes martiaux à considérer de nouvelles dimensions de la compétition. Force contre technique, agressivité contre patience, instinct contre discipline. Ils ne se sont pas juste combattus, ils ont défini une ère. Leur affrontement légendaire à Madison Square Garden est encore cité dans les cercles des arts martiaux aujourd'hui, non seulement pour son résultat, mais pour ce qu'il symbolisait, un passage de la tradition à l'innovation. Plus de 50 ans plus tard, ces leçons résonnent encore. La scène compétitive moderne du karaté, avec son mélange de technique, d'athlétisme et de discipline mentale, doit beaucoup de son évolution à ce seul jour de 1967. Pensez-vous que le combat entre Chuck Norris et Joe Louis a changé le karaté dans le monde occidental?
Pouvez-vous penser à d'autres combats qui ont eu un résultat surprenant? Faites-nous savoir vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé. On se voit dans la prochaine vidéo.